Alors, messieurs, mesdames, nous allons déjà directement commencer avec la dernière vidéo que nous avons mis en ligne sur YouTube, donc le Crypto Café numéro 8, Bitcoin Whales. Donc, on a eu énormément d'argent, en effet, qui est accumulé par les Bitcoin Whales ces dernières semaines. C'est assez intéressant également comme information, on en avait parlé durant la dernière vidéo. Pour les personnes qui ont participé également sur les commentaires, merci infiniment. Comme vous le savez, c'est grâce à vos commentaires qu'après, on peut choisir les crypto-monnaies pour le jour d'après. Donc, j'ai pu prendre, il y avait beaucoup de demandes. On a pris ceux qui ont été le plus demandés et en même temps quand vous participez sur les commentaires, vous participez automatiquement à un giveaway qui se fait tous les jours de lundi à vendredi sur lequel on offre $50, 50 USDT ou pardon plutôt des bitcoins en Lightning Network ou une carte Amazon, deux gagnants de $25. Donc n'hésitez pas aussi pour la vidéo qui va sortir aujourd'hui à 11h30. Monsieur, mesdames, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2022 et le calendrier de l'Avent vient de commencer. Donc on commence avec le tout premier jour, elle a été postée il y a 7 minutes en arrière parce que tous les jours à 10h du matin, on va vous poster le giveaway pour la journée et le task sera le lendemain à 10h durant le prochain Crypto Café. Donc les Crypto Café demain sera, on va tirer au sort du coup les gagnants pour Nerd Games aujourd'hui. Nous avons 2 NFT de la part de Nerd Games, notre partenaire. Donc merci infiniment également à eux sur lesquels ça a une valeur de $400. Il y aura 2 gagnants. N'hésitez pas à participer, messieurs, mesdames, vous allez les retrouver sur notre Twitter directement. On va partir là maintenant sur le Discord avec un récap de la part de Tintin sur lequel ils ont regardé hier soir Jérôme Powell. C'était assez intéressant et puis il y a 2-3 choses qu'on va pouvoir après également souligner sur lesquelles on va pouvoir reprendre également sur les prochains articles et également pour parler un tout petit peu d'SBF. La première chose qu'il faut voir ici, alors on va parler dans toutes les lignes, c'est un tout petit peu le côté baissier, donc le PMI, on est plutôt en ralentissement rapidement, la destruction de la demande s'accélère, les conditions financières se resserrent au rythme le plus rapide jamais observé et ça va être super intéressant justement aussi. Et même si la Fed pivote, cela pourrait signifier une récession pour l'économie. Ça, c'est le côté baissier. C'est vrai qu'on est dans une situation sur laquelle peut-être beaucoup de personnes vont également essayer de se protéger avec des shorts actuellement. Le côté aussi, on a le PIB qui reste fort. L'inflation, on baisse dans les premières données. Ça, c'est quand même assez important de savoir que c'est dans les données qu'on a aujourd'hui. Il faudra bien suivre toutes les prochaines données puis tout ce que Jérôme Powell va nous partager naturellement dans les prochaines semaines. L'effet de levier s'efface et ça c'est super important parce qu'on va en reparler justement en rapport avec les liquidités sur les DEX aussi typiquement et quelle chose positive finalement ça peut apporter aujourd'hui dans le milieu de la crypto-monnaie et pour l'économie en général, le fait qu'on a de moins en moins de leviers et qu'on doit plutôt acheter maintenant du spot façon de parler pour pouvoir créer une nouvelle économie sur les marchés financiers. Nous avons des indications d'un changement de politique également pour le côté haussier. Les points entre guillemets, le côté Tintin Casino cette semaine, je pense qu'il y a 2 possibilités. Naturellement, il ne faut pas uniquement se baser là-dessus. C'est avec énormément de discussions, c'est des heures de travail tous les jours. Donc vous ne pouvez pas juste vous arrêter à une seule phrase. Mais les possibilités du point de vue en tout cas de Tintin, c'est une grande opportunité de short. Et deuxième, le début d'une énorme bulle spéculative détachée de l'économie. Un peu comme ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc très intéressant comme information, n'ayez pas non plus trop peur puis en mode FUD, mais venez plutôt poser des questions, venir parler avec nous sur le côté macroéconomie, on en parle également tous les mardis soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Nous avons ici Crypto Gucci sur lequel on a eu plus de 230 000 Ethers qui ont été staked dans les dernières semaines. C'est des informations assez importantes quand même aussi parce qu'on voit en fait de plus en plus de whales, c'est des personnes qui sont en train d'accumuler justement en spot des tokens natifs, que ce soit maintenant de l'Ether, du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies sur lesquelles ils sont en train d'essayer d'accumuler au maximum parce qu'on est dans une situation, je pense, très intéressante également pour une certaine DCA et de pouvoir accumuler au maximum les projets et les cryptos que vous souhaitez également participer sur le long terme en tout cas. Et parlant justement de ça, aujourd'hui nous avons justement ce côté où sur les plateformes d'échange centralisées, on est en train de perdre énormément de leviers. Tout ce qui est Alameda, toutes ces grandes compagnies également, market makers, qui sont en train de souffrir sur les plateformes d'échange centralisées à cause justement des leviers et puis de toute cette valorisation finalement qui est complètement imprimée et uniquement sur papier ou contrat, ça peut nous mener malheureusement à des marchés
comme on a pu le voir dans ces derniers 12 mois, sur lesquels en fait on a des marchés qui s'écroulent, des marchés qui ne sont pas spécialement sains non plus, et très volatiles et très dangereuses pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a un volume sur les DEX qui fait que d'augmenter, en tout cas durant les derniers mois, et ça c'est très bon signe pour être honnête. C'est très bon signe, ce qu'on veut voir c'est des tokens natifs qui viennent justement dans les pools des liquidités de plus en plus. On voit également donc le spot du côté du DEX qui augmente comparé au spot du trading sur les SEX, donc ça c'est très bon signe également. Et puis je pense qu'on va essayer de suivre un tout petit peu tous ces charts le mieux possible également dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir, parce que ce serait très bon signe pour nous tous, en tout cas nous qui sommes aujourd'hui dans la crypto-monnaie, d'avoir en effet les DEX qui reprennent un tout petit peu le pouvoir, de faire en sorte qu'on puisse trader avec moins de risques et avoir nos tokens dans nos propres wallets custodiales, et de faire en sorte qu'on puisse avoir nos propres clés privées. Ce serait également une très bonne chose. Alors on va parler un tout petit peu de SBF. Je vais ici parler un tout petit peu d'SBF parce que aujourd'hui, naturellement, comme vous le savez, je pense pour beaucoup de personnes, nous avons eu hier soir, c'était à partir de 22h je crois, SBF qui a été parlé en live, ça dure à peu près 1 heure et quart de temps, sur lesquels on a eu beaucoup de très bonnes questions de la part également de l'intervieweur, et je vous conseille tous d'aller le voir. Franchement, on va vous mettre un lien dans la description, n'hésitez pas à aller regarder si vous le désirez, c'est en anglais naturellement, je pense que peut-être dans les jours ou les semaines à venir, vous allez peut-être aussi retrouver le live avec peut-être des sous-titres en français. Mais en attendant, il y aura de toute façon beaucoup de personnes qui vont également en discuter. Il y a plusieurs points que j'aimerais relever ici. Déjà, la première chose, c'est que je voudrais encore juste rajouter sur tout ce qui est en train de se passer avec toutes ces entreprises qui ont fait faillite et qui sont en train de passer aussi sur chapitre 11, que ce soit maintenant à l'époque encore Celsius, on a eu 3 Arrow Capital, on a eu BlockFi, on a FTX. Tout ça, finalement, ça a un lien énorme avec la situation qu'on a finalement créée nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est levier, tout ce qui est contrat. Et le souci avec tout ça, c'est que malheureusement, ces marchés-là ne sont pas du coup sains et avec beaucoup de risques. Aujourd'hui, pour être honnête, je n'ai pas la réponse auquel pourquoi ces entreprises n'arrivent pas en fait à gagner de l'argent sur un marché de ce style avec autant de volume. Quand on voit ces plateformes d'échange comme typiquement FTX aussi qui ont naturellement profité puis ont utilisé ce système collatéral, je pense que c'est surtout là le gros problème. D'ailleurs SBF l'a très bien dit, c'est que finalement il y a eu beaucoup de soucis sur le côté collatéral, il a mal calculé les choses. Pour moi c'est une situation très compliquée naturellement à juste parler juste d'un sujet parce qu'il y a beaucoup de choses différentes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui FTX s'est également écroulé. C'est pas juste le collatéral, c'est une mauvaise gestion je pense de l'entreprise, des fonds également. Savoir si oui ou non ils ont utilisé les crypto-monnaies et les fonds des utilisateurs pour pouvoir les mettre en collatéral. Qu'est-ce que Alameda ils ont également fait, parce que c'est pas juste sur les épaules naturellement de SBF, c'est pas lui qui avait le contrôle sur tout ça, mais également Alameda surtout. Et Alameda, qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Est-ce qu'ils ont eu l'accord? Est-ce qu'ils ont eu le droit d'utiliser des fonds en collatéral typiquement des utilisateurs? Si la réponse est oui, alors en effet c'est une grosse arnaque et puis c'est très dangereux. Si la réponse est non, comment est-ce qu'ils ont géré tout ça aussi? Et donc je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment essayer de reprendre tout ça un tout petit peu comme quelque chose de... Essayer de reprendre le côté positif aussi de tout ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le fait que maintenant on a tous ces entreprises qui sont en train de s'écrouler, je pense personnellement que c'est une bonne chose pour le marché financier. Le fait d'avoir de plus en plus maintenant de spots qui va arriver, des gens qui vont acheter du natif en effet, d'utiliser de moins en moins de leviers sur les marchés, ça va être très très sain pour nous. C'est quelque chose qui doit être construit, ça va prendre naturellement plusieurs mois pour que ça se passe, mais ça va plutôt être positif pour 2023 je pense, avec tout ce qui est DEX. J'aimerais reprendre quelques points ici. Donc, on met beaucoup en avant maintenant que le côté DeFi ne peut pas faire bankruptcy et puis que le SEX c'est le cas. Donc oui, c'est vrai que le côté DeFi, il y a très peu de chances que ça fasse bankruptcy. Et donc c'est pour ces raisons-là que quand les pools de liquidités vont grandir, c'est sûr que ça va être très agréable justement pour pouvoir voir quelque chose de sain sans trop de problèmes. Les points ici, donc les questions importantes que moi j'ai pu relever également du live, donc qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc ça c'est une question qui a été posée, est-ce que c'est une Ponzi scheme ou c'était juste une erreur? Est-ce que finalement son objectif c'était d'arnaquer les gens? Est-ce qu'ils ont juste fait des fautes avec leur entreprise puis ils ont mal géré les fonds? Est-ce qu'ils ont fait trop de collatéral? C'est un petit peu les questions qui ont été posées et puis que finalement, voilà, il ne faut pas non plus prendre ce que SBF dit directement comme quelque chose qui est automatiquement juste, mais on peut essayer de créer notre propre conclusion en tout cas avec tout ça.
Alors, ce que SBF il a dit naturellement, c'est qu'il a pris toute la responsabilité comme il le fait depuis le début. Il le répète et il le répète. Déjà, non seulement il est constamment désolé pour tous les utilisateurs parce que il est très triste avec la situation. Que vous le croyez ou que vous le croyez pas, ça c'est très personnel naturellement. Les personnes qui sont neutres, qui n'ont pas perdu des fonds chez FTX, vont pas le ressentir peut-être de la même manière que les personnes qui ont été affectées, qui ont perdu beaucoup d'argent ou très peu d'argent. On est tous affectés d'une manière complètement différente. Donc c'est pas à moi de vous dire ce qui est juste ou ce qui est faux naturellement. Moi j'ai pas été affecté, donc c'est vrai que j'essaie de voir ça d'un point de vue un petit peu plus neutre, sur lequel j'essaie de donner mon opinion tout simplement sur la situation. Ce qui prend donc du coup naturellement aussi la responsabilité en tant que CEO de la boîte de FTX. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il a plus beaucoup de choses entre ses mains. Il peut plus vraiment prendre non plus des décisions. Ça, il faut aussi le savoir. Donc, pour lui, aujourd'hui, cette situation, tout ce qui s'est passé avec déjà, est-ce que c'est une Ponzi scheme ou pas? Naturellement, la réponse, c'est non. C'était pas du tout leur objectif. Leur objectif, c'était de créer quelque chose de sain. Après, on n'aura jamais de toute façon cette réponse correcte et de savoir si oui ou non c'était vraiment le cas. Il y a eu pas mal de lettres également qui ont été écrites. C'est tous les jours des lettres qui sont écrites pour des journalistes, pour beaucoup de personnes différentes. Des personnes qui ont perdu de l'argent, des personnes qui ont perdu toute leur économie sur FTX également. On a des OG du milieu de la crypto-monnaie, des OG du Bitcoin qui ont perdu également beaucoup d'argent sur FTX. On a des gens qui ont perdu des petites sommes. On a des entreprises qui ont perdu des grandes sommes aussi et des plus petites sommes. C'est une très bonne leçon. Franchement, j'ai pas envie d'être dur avec ce que je vais dire aujourd'hui, mais pour moi, c'est une très 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 bonne leçon pour toutes ces personnes qui sont déjà de 1 conscients des risques qu'il y a aujourd'hui sur les plateformes d'échange centralisées, d'avoir eu plus que 50% de leur portfolio sur FTX. C'est une leçon qu'ils vont devoir prendre avec eux. Il ne faut pas uniquement mettre ça sur la faute de FTX ou sur SBF. Pour moi, c'est également de leur propre faute. C'est leur faute qu'ils n'ont pas pu gérer leurs propres risques. On parle constamment chez Cryptologic, on parle toujours du risque. Le risque dans un milieu financier, il faut réussir à le calculer. La diversification, elle est extrêmement importante sur plein de sujets différents. Que ce soit maintenant sur le côté de l'investissement ou pas. On peut pas aujourd'hui dans un marché autant volatile, autant risqué, dire je mets plus que 50% de mon portfolio sur une plateforme d'échange centralisée, même sur Binance, quand on connaît les risques qu'il y a derrière. On parle du côté custodial, non custodial, d'avoir vos propres clés privées, pas vos clés privées, pas vos bitcoins. On se répète là-dessus depuis des années et des années et des années. Et puis malheureusement, on a quand même des gens qui perdent beaucoup trop sur ces plateformes. Donc prenez un petit peu aussi vous-même un petit peu plus la responsabilité sur ce que vous avez fait et sur les risques que vous avez pris en mettant votre pourcentage de votre portfolio sur certaines plateformes d'échange centralisées. Et la seule chose que je pourrais dire encore aujourd'hui liée à ça, c'est faites pas la même erreur. On a encore aujourd'hui des plateformes à l'extérieur comme Nexo et plein d'autres. S'il vous plaît, on a bien assez d'informations. On a pu voir tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec FTX et encore toutes les autres plateformes. Et c'est peut-être pas du tout fini. On arrive dans une situation très dangereuse encore avec beaucoup d'entreprises. Donc ne faites pas encore la même erreur si vous avez encore des fonds aujourd'hui sur ces plateformes. Partez sur un hot wallet, partez sur un cold wallet, mettez en tout cas la majorité sur des wallets custodiales sur lesquels vous avez vos propres clés privées. Apprenez également le risque que vous avez quand vous êtes sur du wallet custodial, parce que naturellement vous avez aussi un risque de perdre vos propres fonds. Mais voilà, je ne veux pas me répéter là-dessus, c'est vrai que on se répète chaque semaine, mais c'est quand même quelque chose que je voulais souligner, parce que pour moi aujourd'hui, on met toute la faute aujourd'hui sur FTX. Et puis oui, ce qui s'est passé, c'est affreux. Oui, c'est triste pour toutes les personnes qui n'ont pas justement cette connaissance et qui n'ont pas l'éducation financière et puis qui ont tout mis sur FTX. Pour moi, ça, c'est triste. Parce que ces personnes-là, ils ont mis leur économie, ils ont fait confiance. Et puis, ça ne devrait pas se passer comme ça, mais c'est quelque chose qu'on va encore voir pendant des dizaines d'années. De toute façon, ces gens-là n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas reçu ça à l'école, ni durant leur vie en général. C'est des gens qui travaillent dur. Et puis, moi, ça me fait très mal au cœur. Donc, du coup, c'est pour ces raisons-là qu'on va de toute façon essayer d'apporter cette éducation sur le très long terme à toutes ces personnes qui le méritent, de mon point de vue. Ils ont également parlé un tout petit peu de Alameda et FTX, donc le lien qu'ils avaient entre eux, et puis les décisions que finalement SBF pouvait prendre avec Alameda, avec tous les risques finalement qu'ils ont pris, le collatéral, le levier. Apparemment SBF n'était pas au courant de tout,
il y avait certaines choses qu'ils ont fait puis que lui n'était pas spécialement au courant non plus. Donc je trouvais ça assez intéressant en tant que CEO de ne pas être au courant de tout ça, parce que naturellement le business model est basé sur deux choses. Il y a FTX et puis il gagne également sur Alameda, parce qu'Alameda gagne normalement beaucoup d'argent sur le marché et ils n'ont pas réussi à gérer tout ça. Et donc ils ont du coup perdu beaucoup d'argent sur ce côté-là. Mais il y avait deux business models, du coup c'était le côté market maker en effet, mais il y avait aussi la plateforme d'échange FTX qui était normalement très positif et qui gagnait aussi quand même beaucoup d'argent. Mais il n'était pas au courant de tout. Il a quand même très bien dit aussi que malheureusement il n'a pas eu une bonne gestion sur les chiffres. Ça fait que depuis le 6 novembre qu'il s'est vraiment rendu compte qu'ils étaient dans les problèmes. Le 6 novembre, ça j'y crois pas une seule seconde. Si on est fort avec les chiffres puis qu'on voit quelque chose de ce style arriver, soit en effet il était complètement naïf et puis il n'était pas du tout conscient des chiffres, soit c'était tout simplement des mensonges. Ça il faut aussi être au courant. Un point aussi que j'aimerais souligner et qui est assez intéressant, c'est qu'apparemment pour FTX US, il l'a répété encore une fois, il ne comprend pas comment ça se fait que pas tout le monde peut récupérer leurs fonds. Parce que là-bas, il n'y a pas de levier, il n'y a pas de dérivative, et puis c'est tout du spot, donc et puis le côté régulation était justement très haut, et logiquement, normalement, tout le monde devrait récupérer également leurs fonds sur FTX, donc j'ai l'impression que pour eux, ils ne devraient pas trop se soucier, en tout cas pour les prochains mois. J'espère qu'ils vont réussir en effet tous à récupérer, mais on va essayer de suivre de toute façon tout ça au mieux possible. Et puis la dernière chose, naturellement, c'était sur le côté collatéral avec le FTT. C'était assez intéressant également parce que ils ont posé les questions justement, est-ce qu'il y avait beaucoup de collatéral sur le côté FTT? Comment est-ce qu'ils l'ont utilisé? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont poussé justement le prix du FTT vers le haut pour pouvoir prendre ça dans leur propre avantage, puis juste simplement créer de l'argent fictif de rien finalement? La réponse aussi déjà de la part de SBF, c'est que il y avait beaucoup de personnes qui étaient en collatéral pour acheter après du FTT. Donc toutes ces personnes qui ont perdu la valeur sur FTT, ils ont pu récupérer soi-disant leurs fonds aussi parce que c'était simplement du collatéral pour pouvoir accumuler du FTT. Ça je sais pas, j'ai pas les chiffres personnellement, donc c'est des choses qu'on peut naturellement contrôler aussi un tout petit peu de notre côté. Mais naturellement ils ont utilisé ça, le FTT, bien dans leur avantage pour pouvoir faire en sorte de créer en tout cas bien plus de volume, de créer naturellement plus d'argent dans les wallets pour pouvoir utiliser plus ça sur le côté du levier et autres. Donc c'est des choses sur lesquelles on va de toute façon suivre encore pour les prochaines semaines. Je vais pas beaucoup plus vous embêter avec ce côté naturellement de SBF parce que vous allez encore entendre beaucoup sur les réseaux. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas aussi à les mettre dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Nous maintenant, on va tout simplement encore attaquer sur le reste de ce petit crypto café, puis on va partir sur le Bitcoin, messieurs, mesdames, déjà pour commencer. Sans aller trop dans les détails ici, nous avons eu une petite hausse du Bitcoin assez intéressant sur lesquels on a été rechercher un tout petit peu de l'imbalance, le haut du range. Donc on est sorti de cette zone de range sur lesquelles on a la majorité du volume. Donc c'est bon signe à court terme en tout cas pour le Bitcoin. On peut en effet aller retrouver des prix encore un petit peu plus hauts, entre naturellement les 17 500 $ jusqu'à 18 229 $ sur lesquels on a une certaine résistance. Aller rechercher un petit peu de la liquidité dans ces zones-là pour aller chercher l'imbalance, ce serait tout à fait logique. Maintenant, comme d'habitude, rien n'a changé sur le Bitcoin. Nous sommes toujours dans cette situation baissier, surtout avec tout ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut vraiment faire attention. Il va y avoir pas mal de personnes qui vont commencer également à short ce marché du Bitcoin pour aller rechercher les prix plus bas et ces zones de liquidité également à court terme qui sont en dessous du support, en dessous de 15 500 $. Les trois crypto-monnaies qui ont été du coup choisies par la communauté, messieurs, mesdames, on va commencer ici avec Theta. Theta, nous sommes actuellement à 94 centimes 7, sur lequel nous avons une résistance à 1,07 $ et un support à 76 centimes. On a une zone d'accumulation assez intéressante de mon point de vue qui est entre 63 centimes 5 et les 76 centimes sur lesquels j'aimerais pouvoir voir Theta encore chuter pour être honnête. On a des blood zones comme je l'ai appelé ici sur lesquels on a vraiment c'est une zone sur laquelle il va y avoir beaucoup de liquidation en tout cas sur le Theta si on décide d'aller rechercher les 50 centimes à 50-52 centimes et ce serait une des zones les plus intéressantes si on veut absolument se positionner en spot price. Naturellement la possibilité d'aller chercher plus bas sur Theta elle est tout à fait possible, donc il faut bien être conscient également des risques d'aller chercher de nouveau des 30 centimes, elle existe, mais tout ça c'est du court terme, de toute façon on va sûrement le revoir dans les prochaines semaines.
Et si on part plutôt sur le côté haussier du Theta, on est à une résistance à 1,07$ sur lesquels je pense que certaines personnes peuvent déjà commencer à sortir peut-être un tout petit peu, en tout cas en pourcentage des profits. Et puis on aura une zone de volume si on casse la résistance qui va être entre 1,08$ à 1,30$. C'est sur ces zones-là qu'on va peut-être regarder avoir en tout cas un certain ralentissement sur le marché parce que la zone la plus travaillée, elle est à 1,20$ actuellement sur Theta. Et ici, nous allons partir sur H-bar sur lequel on a une situation assez délicate, je trouve. Je vais vite vous mettre également ici en daily, parce que nous avons un gros support autour des 3 centimes. Nous sommes actuellement à 5 centimes, donc c'est vrai que c'est encore loin, hein. Ça nous mène à peu près à moins 40% encore déjà sur le marché. Et nous avons toute cette zone ici sur laquelle de mon point de vue, on devrait aller chercher encore de la liquidité, en tout cas sur le marché. Donc ça, c'est naturellement pas pour demain directement, mais en tout cas, c'est pour peut-être les semaines et les mois à venir. C'est qu'on puisse sans aucun problème encore aller rechercher les 3 centimes sur le H-bar. On a un certain gap et un e-balance entre les 5 centimes et puis les 5 centimes 7, sur lequel ici, à court terme, j'aimerais bien voir justement le prix augmenter puis aller rechercher la résistance autour des 5 centimes 8. Et nous avons notre zone de volume qui est juste là, autour des 5 centimes 6 à 6 centimes 3, 6 centimes 4, sur lesquels la zone la plus travaillée actuellement avec le volume profile est autour des 6 centimes. Et ce serait bien 6 centimes 1, pardon. Ce serait bien qu'on aille rechercher justement ces prix-là, rechercher un petit peu de liquidité. Et puis si on arrive dans cette zone-là, en tout cas de nouveau toujours à court terme, dépendant du Bitcoin, ce serait bien peut-être de pouvoir sortir un petit peu de profit. Et nous allons partir, messieurs et mesdames, ici avec le dernier Cosmos Atom qui a été également choisi. Nous avons plusieurs supports à regarder. On va vite partir ici en daily. Donc on a une grosse zone de liquidité à regarder ici qui est autour des 6 centimes 5 à 7 centimes, autour des 6,5$ à 7,06$. On a un support qui pourrait tenir autour des 7,7$, mais si on revient chercher de la volatilité sur le marché et puis qu'avec Atom, on décide d'aller rechercher de la liquidité parce que c'est nécessaire sur le marché, eh ben, ce sera la toute première zone qui va commencer à m'intéresser, sera 6,5$ à 7$. Et à court terme, si on décide d'aller rechercher des prix un petit peu plus haut puis qu'on a un support autour des 9,50$ qui tient, parce qu'on a quand même un certain support ici en tout cas, ce sera pour aller chercher de nouveau les premiers prix avec une résistance à 11,53$ et également une zone de décharge de mon point de vue très intéressante sur l'Atom qui va être entre 11,55$ à 13$. Ce sera vraiment les prix qui vont commencer à m'intéresser, en tout cas à court terme de nouveau toujours. Si on a une cassure de cette zone de décharge, parce qu'on n'est pas, naturellement c'est jamais sortir des fois à 100%, et ben la prochaine résistance qui va nous intéresser, ce sera directement les 16,46$. Mais nous sommes pas trop encore dans cette situation, je trouve, parce que si on revient chercher les 16,50$ sur l'Atom, et ben en fait on est en train de recréer un certain range ici qui va être très intéressant, parce que si c'est une accumulation, c'est pour aller rechercher naturellement des prix encore bien plus hauts, et à ce moment-là, ce sera extrêmement positif sur l'Atom. Mais je suis pas spécialement confiant pour l'Atom sur le court terme, vu la situation du marché. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs, mesdames. Comme vous le savez, et je vais vous repartager ça encore une dernière fois ici, messieurs, mesdames, nous avons le calendrier de l'Avent, donc n'hésitez surtout pas à participer tous les jours à 10h du matin. On va partager le prochain giveaway, c'est du 1er au 26, et le TAS, donc le tirage au sort du giveaway, se fera toujours le jour d'après durant le Crypto Café. Donc demain matin, on va directement tirer au sort à 10h les 2 premiers gagnants pour les NFT de Nerd Games. Voilà, messieurs, mesdames, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez naturellement surtout pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça soutient énormément. Et puis moi, je vous dis à demain pour le prochain Crypto Café. Ciao, ciao tout le monde.